encore pas de nouveau. Je l'ai écouté, j'ai mis la musique de fond. Non, bah allez-y comme ça. Après, c'est des trucs comme ça, j'ai passé les, je dis même si elle ne Non, non. ouais, moi aussi, parce que moi, mais je sais que. Ah ouais, je me suis réveillée, Yes. Ok. Alors, ce soir, on va parler du travail sur la régression et sur les Viking Life, sur l'entrevue, au travers de différents travaux qui ont eu lieu aussi bien en énergétique que sur des travaux plus liés à l'hypnose. Avant toute chose, juste pour dire que l'argent qui sera récolté ce soir, on va être donné à une association qui s'occupe d'un génocide, des enfants du génocide du Rwanda, qui s'appelle Ibuka, que je suis depuis pas mal de temps. Et donc ils font des actions de terrain où on sait réellement où va l'argent, etc., etc. Tout ça, on met ça en place avec la boutique et Valérie a mis aussi en place un truc au niveau de une tombola pour gagner une améthyste. Qui se trouve Ouais, ça aurait pu être une améthyste. Voilà, cette plaque d'améthyste d'une valeur de 110 €. Voilà. Et tous les fonds en fait vont directement vers l'association. Une association qui tourne vraiment. Voilà, alors, tout d'abord, au niveau de tout ce qui travaille sur les vies antérieures, je pars sur un postulat de départ, comme souvent dans mes conférences. Pour moi, la notion de vie antérieure peut très bien ne pas exister. Et donc, on va parler de ça en termes de symbolique. Sachant que si certains peuvent me garantir à 200% qu'il y a des vies antérieures, je les attends. Ouais. Moi j'ai fait 40 trucs en régression en vie antérieure. 40. J'en ai fait plein. À chaque fois que je descends en hypnose, je peux aller en vie antérieure. J'ai eu un paquet d'informations en vie antérieure. C'est pas pour autant que je peux dire que c'est réel. Ça peut être très bien un symbole de mon subconscient qui me donne une information au travers d'une métaphore qu'on va appeler une vie antérieure. Après que j'ai su des informations que je n'avais jamais étudiées avant, je peux très bien me dire je me suis connecté à des champs morphiques par exemple, et donc que j'ai récupéré une information. Il n'y a pas de preuve, je pars du postulat que ça reste un symbole, que des gens croient, mais tant qu'on n'a pas de preuve, on ne peut pas rester, j'ai pas envie de vous dire la vie antérieure ça existe. Pour moi, on peut très bien y aller sans y croire. On peut ne pas y aller en y croyant. Donc à partir de là, c'est un peu complexe. La notion en vie antérieure, on va d'abord parler de manière générale de tout ce qui est régression. Au travers de l'hypnose nous permet très facilement de travailler sur des régressions. Il y a plusieurs types de régressions qui sont possibles en hypnose, dont les régressions à la cause, qu'on utilise assez fréquemment pour tout type de problématique. Pour une raison toute simple, c'est qu'elle va nous permettre d'avoir un début d'information sur une réalité potentielle de ce qui s'est passé. D'accord ? Sachant que un consultant va venir, va avoir une problématique, que si on est dans une notion analytique, comme en psychanalyse, on va beaucoup travailler sur notre notion consciente pour tendre à se souvenir de quelque chose, de faire réémerger au travers d'une analyse de ce que l'on met en place des instants, des souvenirs, des moments qui auraient pu être traumatisants à un moment donné, puis les analyser. En hypnose, on va davantage travailler sur notre notion subconsciente et jouer avec la possibilité de base que le subconscient enregistre l'ensemble des éléments et des événements qui se sont passés depuis notre naissance. Également en intra-utérin. Symboliquement aussi, on n'a pas de preuve que ce soit vrai ou pas. À noter que la notion en régression, quand on en parle à des patients, on leur dit bien, prenez ça comme une information et non comme une réalité. Je vous prends un exemple tout simple qui est vraiment fréquent. On part sur quelqu'un qui est boulimique ou qui a un excès de poids, on fait une régression à la cause et on trouve un viol. Ça arrive très souvent. Et
la personne peut très bien avoir vécu réellement un viol, avoir perçu un viol, avoir construit un viol. Ça, on ne le saura jamais, nous en tant que tel. Par contre, on pourra nous définir et nous décrire clairement la scène, alors que l'enfant a quelques mois, quelques années. Le subconscient ne va pas nous donner de réalité ou de non-réalité. Il va nous donner une information. Et elle peut être très bien métaphorique et symbolique. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est l'information sur laquelle on a pu se baser ou se développer au fur et à mesure de notre vie. Quelqu'un à qui on fait une régression qui dit voilà, j'ai eu tel type d'agression quand j'étais enfant, mais qui n'en a aucun souvenir, il peut très bien l'avoir mis de côté, mais il peut très bien l'avoir inventé. Ce qui ne veut pas dire que la pathologie qu'il a développée au travers du symptôme de la problématique initiale n'est pas vraie. Le symptôme sera réel. Quelqu'un qui a passé toute sa vie avec une sensation peut-être d'avoir été agressé, une sensation d'avoir été violé dans son intimité, qui est réelle, qui a eu un réel viol ou pas, nous en tant que praticiens, c'est pas important. On doit traiter la chose comme vraie ou pas. Je vous donne un exemple très simple. J'avais eu un patient qui était venu pour un problème de poids, et on fait une régression à la cause. On arrive à un moment où il dit tiens, je suis en famille, tiens, je suis un bébé, d'accord, tiens, on est en train de me toucher mon sexe. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qui sait? Je sais pas. Papa et maman sont pas loin. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens? Ah, c'est pas bien, c'est pas normal, là j'ai peur, blablabla. D'accord. On peut très bien dire, c'est un attouchement. On peut très bien dire, c'est l'oncle, donc le frère de l'un des deux, qui a simplement changé sa couche, l'a nettoyé, mais lui, vu qu'il ne connaissait pas la personne, il crée un stress, une peur. D'une manière ou d'une autre, qu'importe que ce soit un attouchement ou que ce soit une réalité, psychologiquement, émotionnellement, l'enfant, la personne, aura gravé cette symbolique comme étant réelle et donc aura fait un retour dessus de manière régulière et aura pu construire tout un schéma de défense et un schéma d'échange avec les gens au travers de ça. D'accord? Donc, nous, en hypnose, on se méfie énormément de tout ce qui est régression. C'est pour ça, souvent, il y a des personnes qui nous disent, mais dans ce cas-là, si les régressions, c'est si bien, si extraordinaire, pourquoi on ne l'utilise pas pour les enquêtes? Pourquoi on ne l'utilise pas avec les enfants? Pourquoi on ne l'utilise pas avec plein de choses? Parce que c'est aussi peu sûr qu'un détecteur de mensonges. C'est quelque chose qui est tellement basé sur des symboliques que même si on a réellement une régression avec un moment où je ne me souviens pas et d'un coup c'est un souvenir réel qui est en train de revenir, je ne peux pas te garantir que ce soit un souvenir réel ou que ce soit quelque chose d'inventé. Repartant d'un autre principe que le passé n'existe pas, n'étant qu'une perception de quelque chose qui s'est passé. Notre passé, aujourd'hui, quand on en parle avec nos émotions d'aujourd'hui. Dans 20 ans, vous allez en parler encore différemment, parce que vous aurez certainement vécu d'autres choses dans votre vie, qui vous permettra de percevoir votre passé de manière différente. Prenez quelqu'un qui, tout bêtement, va commencer une analyse, va commencer un travail ésotérique, qu'importe qu'on soit dans du plus ou moins scientifique, j'aime pas le terme, mais on va dire du concret ou de l'ésotérique, l'un ou l'autre, à partir du moment où on a commencé notre chemin, on va changer nos perceptions des choses. Or, le souvenir n'est basé que sur nos perceptions. Il n'y a rien de réel. Quelqu'un s'est fait shooter étant gamin, vous allez me dire l'acte, c'est de se faire shooter. 10 ans après, le jour où il s'est fait shooter, il a une émotion, 10 ans après, il n'a pas la même. 20 ans après, il aperçoit différemment s'il a travaillé dessus. Si en plus il est sur un travail de pardon, on va dire ouais, bah c'était con. Alors qu'au départ, c'était ouais, je veux le tuer. Pourtant, la scène est la même. Le souvenir est différent. La perception qu'on construit de lui est par essence différente. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important de tenir compte de ça pour éviter de donner, entre guillemets, le terme n'est pas bien utilisé, mais une forme de psychose à la personne ou la faire ancrer une émotion qui n'est pas cool. Il faut toujours lui dire c'est une perception d'un prisme que tu as à un moment donné qui n'est pas nécessairement une réalité. Donc, sur ce principe-là, la régression, elle est basée sur ça. C'est une perception. Qu'on ait une régression
à court terme, tiens, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui s'est souvenu, je reprends le viol parce que c'est tellement un truc qui est courant, une séance, mais vraiment lambda, tiens, je me souviens qu'à 12 ans, j'ai eu un viol. Ok, d'accord, on va travailler avec ça. Ça nous modifie la perception qu'elle va avoir de ce qu'elle a vécu en hypnose. Hein. Donc le travail qu'on va faire, pour ceux qui sont un peu plus dans l'ésotérique, ça va faire changer les vibrations. Donc le prisme de vibration qu'il va avoir par rapport à l'événement donné, qui a une vibration lourde, et on doit faire alléger la vibration, et à travers le sein, on va travailler sur les donc après, remonter sur les notions qui vont être sur de l'intra-utérin. Pour nous, en hypnose, ça va être une des bases. C'est-à-dire que le plus simple, c'est de faire remonter la personne par étapes pour arriver jusqu'à l'intra-utérin. Faire super attention à la phase intra-utérine. Pourquoi? Je ne sais pas si vous connaissez la technique qui s'appelle le reverse. Le reverse, c'est une technique qui fait revivre la naissance pour travailler sur les traumatismes qui ont été créés et une manière d'exacerber, très violent parfois physiquement, de revivre les choses. À la naissance? Ouais, à la naissance. C'est une technique qui est intéressante. Bon, moi, j'ai pas suffisamment étudié pour vous en parler vraiment, mais qui a vraiment un intérêt fort. Par contre, on arrive sur des phases d'abréaction très souvent. C'est-à-dire que le moment de naissance est pour la plupart des êtres humains un traumatisme, plus le cumul de l'ensemble des émotions de la mère, de l'enfant, de plein de choses. Ce qui fait que le moment du reverse est plutôt sympathique. Si vous voulez voir des gens pleurer, crier dans tous les sens, c'est taper vraiment des trans hyper actives et parfois un petit peu délicates à gérer. D'accord? Donc, nous en hypnose, on va repasser par la phase intra-utérine et on y fait quand même super gaffe parce que souvent on évite la naissance, ça peut être un peu violent. Et l'intra-utérin, parfois, il est super dur pour beaucoup. Donc, c'est des moments où on doit faire très attention. Ainsi que nous, on régresse à l'intra-utérin pour ensuite partir sur ce que les gens appelleront une colonne de lumière, des corporations, qu'importe, pour se retrouver. Nous, dans un premier temps, on va chercher une vie antérieure. Donc, dans l'hypnose, comme Michael Newton, qui a été celui qui a beaucoup travaillé sur l'entrevie, à développer, il fait travailler sur un principe où on va partir d'entrer sur la fin de ta vie antérieure précédente. D'accord? Donc, faire remonter symboliquement, là on retrouve beaucoup de symboles qu'on a dans les doctrines ésotériques, où on va faire remonter un canal de lumière, on va reconnecter à une source, etc., pour retourner après dans une vie antérieure. Le travail sur la vie antérieure a quelque chose de tout aussi symbolique, ça peut être très vrai comme ça peut ne pas l'être, et pour l'instant chacun garde sa réalité et tant mieux. On peut arriver à une scène très difficile, comme une scène qui est totalement initialement anodine. Faire un voyage en vie antérieure, par exemple, pour dire tiens, j'ai envie de découvrir ce que j'étais avant, à mes yeux, moi, en tant que praticien, ça sert à rien. C'est bien, c'est plaisant, youpi, j'ai fait mon petit voyage en vie antérieure. C'est bien pour l'ego, c'est bien pour dire waouh, j'ai été ci. Mais si tu n'as pas d'objectif derrière, en tant que tel, quel est l'intérêt? C'est du fun, hein, c'est du pur fun. C'est ouais, youpi, bon bah je vois, tiens, j'ai vécu dans tel truc, j'ai fait ça, je suis mort comme ça. Très bien. C'est très intéressant dans le cadre thérapeutique, en tout cas curatif, parce que on va pouvoir avoir des réponses à des problématiques qu'on vit aujourd'hui dans l'ici et maintenant. Alors, c'est là où encore je mets des parenthèses. Est-ce que c'est ce que les gens vont appeler un karma? Tiens, mais j'ai vécu ça, donc je leur vis ça maintenant. Là, c'est le côté ésotérique. Ou c'est simplement, vous n'êtes pas foutu crûment de vous responsabiliser sur ce que vous avez vécu dans cette vie-là, et donc d'avoir un symbole d'une vie antérieure, ça fait style, c'est bon, t'inquiète, je peux entendre ce qui a été dit dans le passé parce que je suis mort, et que c'est un nouveau choix de vie. Au lieu de te dire, hey mec, ici dans cette vie-là, t'as fait ça, mais t'es pas capable de l'accepter. Donc je te donne un autre symbole. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que, par exemple, les Ericksoniens, puis même quasiment toutes les hypnoses, travaillent beaucoup sur la métaphore. Mais la métaphore donne un symbole. Si le symbole il va nous permettre de faire en sorte que vous
puissiez vous sentir mieux, c'est extraordinaire. Donc que derrière tu dis ah bah oui c'est normal parce que dans ma vie antérieure j'ai tué mon père et que gna 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 gna, ou j'ai été attaqué par 6 personnes ou moi j'ai tué des gens dans des vies antérieures, c'est trop grave, bon bah voilà, tchouk, youpi, j'arrive dans cette vie-là avec un karma vachement lourd, t'imagines bien, j'ai tué des gens, mais derrière c'est plus facile pour moi de gérer peut-être une problématique que j'ai ici et maintenant, d'accord? Et c'est là où, d'un point de vue, en étant très terre à terre, hein, je sais que tout le monde n'a pas forcément cette notion-là, et on part très vite dans l'ésotérisme, mais là je veux vraiment garder sur l'hypnose. En étant purement terre à terre, je peux faire à n'importe qui n'y croit pas du tout aux vies antérieures, je peux lui faire faire. Parce que pour moi c'est qu'un symbole. Si le mec il me dit ouais non mais attends, bah, c'est un truc j'y crois pas, d'accord, pas de problème, on s'en fout. C'est juste une manière de ton subconscient de parler. Vrai, pas vrai. Si vous écoutez tout le monde, ils ont tous été des entités de ouf dans des pays de tarés où ils ont été le fils de Toutankhamon. Je sais pas, moi pour avoir fait un paquet de régressions, j'en ai fait un paquet. J'ai vu un paquet de vies, il paraît. C'est marrant, hein. Mais j'ai pas vu un truc mystico-mystique. Hein. Et pourtant, c'est quelque chose qui m'intéresse. On va me dire, ah oui, mais depuis tout petit, t'es baigné dans ça, donc tu veux voir quelque chose. Bah walou, hein. Je peux dire que ma dernière vie, c'était dans la Seconde Guerre mondiale symboliquement, et je butais du monde. Hein. Je peux te dire que le truc ésotérique, il était un petit peu far away. Hein. Donc bon, mais bon. C'est pour ça que c'est assez intéressant après de commencer à percevoir et à voir des choses qui peuvent permettre d'un point de vue curatif vraiment de faire progresser les gens. Moi j'ai vu des gens ressortir d'une vie antérieure et vraiment les sens mais transformés, soulagés. Genre ah ouais, ah bah ouais mais c'est à cause de ça que ma mère ne m'aime pas depuis ma naissance parce que c'était ma fille que j'ai tuée 3 fois. Ouais mais non c'est cool, la personne se sent bien. Et c'est vraiment le plus important, qu'importe que ce soit vrai ou pas. De toute façon, je vous dis, moi je suis très pratique là-dessus. Je crois que ce que je vis, et j'ai vécu des trucs, donc bah, on aura beau me dire oui, mais attends, quand quelqu'un dit ça ou dans les textes sacrés il y a écrit ça, c'est vrai. Mais c'est des textes. Bah, ça reste, avec tout le respect que j'ai pour les textes sacrés, ça reste des écritures d'humains qui ont perçu quelque chose à un moment T. Et quand on sait que la plupart du temps, on est quand même dans des transhypnotiques, c'est-à-dire qu'on est capable d'halluciner sur des choses, on est capable de voir des choses ou de ne pas voir des choses, d'entendre des choses ou de ne pas entendre des choses. Ça remet en place beaucoup de choses. Moi, à partir du moment où on me dit « Ouais, mais attends, moi j'ai vu de mes yeux ça », je vais dire « Super, moi je vais dans la rue, avec certaines personnes, pas toutes, j'arrive à leur faire en sorte que je disparaisse devant eux. » Vous imaginez la notion, je suis devant eux et je dis « Là maintenant j'existe plus » et tu vois un grizzly. Et ils voient un grizzly. Donc, on aura beau me dire, ouais, mais non, mais c'est différent, là, je sais pas, Ananda qui est arrivé, quoi, Jésus, ou n'importe qui est arrivé, je vais dire, ouais, c'est cool. Donc, pour moi, c'est une hallucination hypnotique. Je te le fais faire à n'importe quelle personne qui est un tant soit peu suggestionnable. Et si je lui ai bien baratiner le cerveau, je lui fais voir ce que je veux. Enfin, s'il est dans ce truc-là. Donc, pour ça que moi, à chaque fois, je mets attention, c'est possible, et ça, il faut vraiment rester sur la notion de possible. Par contre, attention avec cette notion ultra mystique qu'on peut avoir, qui peut être très bonne, mais on peut aussi vous faire voir des choses. Et réellement, on peut. Aller à un hypnose de scène, regarder 25 personnes, tu leur dis, t'es des hommes, je suis allé voir un grand hypnotiseur qui est québécois en ce moment, qui est Mesmer. Mesmer, sur scène, il s'est amusé à faire passer 25 personnes pour des hommes préhistoriques, à faire naître un enfant d'un homme. Et le mec il dit waouh, qu'est-ce qui se passe quand après il est revenu, qu'on a parlé avec, il dit waouh, c'est génial comme expérience. J'ai fait naître un enfant. Pour lui, il a fait naître un enfant. Vous imaginez bien un mec qui fait naître un enfant. Tout ça, on lui a créé. Donc pourquoi pas vous créer tout plein d'autres choses? Donc à partir de là, on est sur ce postulat-là, en hypnose en tout cas, que la vie antérieure est quelque chose de possible. Mais tu peux ne pas y croire du tout, et ça n'a pas d'importance. Moi je connais des praticiens qui s'en foutent. Ouais, non. Oui, si tu veux, fais-toi plaisir. Par contre, thérapeutiquement,
ils ont des super résultats. À tel point que tu as certaines personnes aux États-Unis qui ont mis en place des protocoles type d'hypnose où ils passent toujours par une régression à la pause, voire en vie antérieure. Moi j'ai fait il n'y a pas longtemps avec une personne très rationnelle une vie antérieure parce qu'il m'a dit ouais j'aimerais bien voir ce que c'est. Je fais attends on va voir si c'est bien une problématique qu'on peut gérer au travers de ça. Sa vie antérieure il n'a rien capté, hein. Il n'a rien. Il me dit ouais je comprends pas, je suis en allemand, non peut-être pas, un truc. Puis il a commencé à avoir de plus en plus de choses mais ça répondait pas à la problématique qu'il avait donc on s'est barré. Il n'y avait pas d'intérêt plus thérapeutique, hormis vous, en gros je joue à un jeu vidéo, Après, Michael Newton a vraiment développé un travail, donc lui a voulu voir ce qui se passait entre les vies. Et c'est vrai que quand on lit des ouvrages d'un peu partout, que ce soit le livre des morts, que ce soit un paquet de... si on prend du Kardec, pour rester plus dans notre culture, on a toute une manière de voir la mort, les esprits, les énergies qui sont liées à des personnes qui sont médiums, ont été médiums, ont perçu des choses. Donc la médiumnie, je peux aussi en revenir, je suis très basique, hein, mais en hypnose, je fais venir n'importe qui médium. Hein. Un état de transe, c'est un état de transe. Après ta connexion avec des entités, je peux te faire connecter avec n'importe qui. Je l'ai déjà fait en séance, avec des gens qui, je sais, sont très dedans, très dans un ésotérisme très développé, et qui voulaient vivre. Ah ouais, je suis en train de repenser à une séance où la personne m'avait demandé de vivre une corporation, etc., en travers de l'hypnose. Donc j'ai rien utilisé d'énergétique à ce moment-là. On a vécu ce que elle, pour elle, ça représentait. Vrai, faux, j'en sais rien. Maintenant, elle, on arrive. Faire de la médiumnie à des personnes, c'est, vous êtes bien d'accord, connecter un canal, un égrégore, une force, un esprit, ou n'importe quoi, et réussir à faire qu'il parle. Comme faire d'écriture automatique à quelqu'un en transe. C'est quoi on utilise aussi dans des travaux médiumniques. Donc, ça aussi, on peut refaire faire dans un travail hypnotique pur. C'est ce qu'on appelle vraiment de l'hypnose ésotérique, hein. C'est pas métaphysique, pardon. C'est pas ce qu'on forcément qu'on va vous enseigner en cours. Hein. Salut, tiens, tu vas faire connecter des gens à des âmes, c'est un peu pas trop toi. Par contre, Newton, lui, a aimé ce sujet-là et a travaillé donc à savoir qu'est-ce qui se passe entre les vies. Et il a mis en place tout un protocole intéressant où on travaille sur la notion, donc chacun le vit différemment et c'est ça qui est intéressant, c'est après d'échanger les points de vue, où il fait revenir à une vie antérieure et depuis la dernière vie antérieure, remonter et à partir de là, commencer à obtenir des réponses que plein de gens se posent, qu'est-ce qui se passe entre les deux. Et il fait toujours passer par les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'au bout du tunnel, il fait passer par une porte où il y a nos guides. Le travail de guide est intéressant, parce que pour beaucoup c'est une croyance, pour d'autres ça ne l'est pas, et ça va permettre d'accompagner notre partenaire, en tout cas pendant toute sa, c'est plus une régression, mais toute son entre-deux-vie avec quelqu'un qui va pouvoir le supporter et l'aider. Ce qui a de l'importance, sachant que si on reprend des notions ésotériques, il y a plein de personnes qui ont peur de se perdre dans certaines énergies, surtout si vous faites des incorporations ou autres, ça peut être très dangereux pour certaines personnes parce qu'elles ont peur que des entités viennent à ce moment-là, tous les voyages astro, etc., pour ceux qui ont déjà fait ou déjà testé, peut entraîner des énergies pas toujours très sympas, même si on est protégé dans la marque là-bas par exemple, ou dans des travaux avec Saint-Michel ou autre truc, où ça peut devenir un peu compliqué. Mais bon, encore c'est de la symbolique, hein. Terre à terre. Et après, il y a tout un environnement qui est redécouverte de son groupe d'âmes, parce que il a vu sur les expériences qu'il a fait, ça on le lit aussi dans beaucoup d'ouvrages, hein, on est sur Terre avec un groupe d'âmes. Le groupe d'âmes, déjà tout le groupe d'âmes n'a pas forcément été incarné dans cette vie-là. Le groupe d'âmes, c'est pas forcément des gens avec qui tu vas évoluer toute ta vie. Donc là, je donne pas de vérité, hein, je reprends on va dire plus ou moins les conclusions faites par plusieurs personnes qui ont énormément bossé, dont Newton, sur ce principe-là. Ou sur des centaines et des milliers de personnes qu'ils ont mis en transe pour le Between Life, ils ont vu
des choses hyper cohérentes les unes des autres. Après, il faut bien se rendre compte qu'en hypnose, on a toujours une partie de conscient, on a en plus envie de vivre des choses. Il y a plein de choses où il y a des moments où tu te dis, bon là c'est vachement humain. Ça rentre pas sur des logiques hyper mystiques, on va dire. Et la notion de groupe d'âme, ils se sont aperçus que la plupart du temps, on rentrait sur un groupe de personnes qui vont nous suivre de vie en vie, qui évoluent au même rythme que nous. C'est des groupes d'évolution, tout simplement, qui peuvent être nombreux ou pas nombreux, mais qui n'ont pas nécessairement besoin de vivre à côté de nous. Ça peut être des gens que tu vas croiser un an dans ta vie, et qui font partie de ton groupe d'âme. Or, il y a beaucoup de personnes qui nous disent ouais, j'aimerais bien trouver mon âme sœur, l'âme tournée, tu vois tous les trucs en âme, ouais, mon groupe d'âme à moi. Ton groupe d'âme, tu l'as peut-être déjà croisé 10 fois, mais tu le verras pas. Ça se trouve, il t'a dit juste un truc une fois qui était utile pour toi. Et encore, c'est pas dit que ça... tu l'aies compris dans cette vie-là. Dans la symbolique, ça a de l'importance. Il y avait un truc qui était très joli, qui disait, qui était lié d'un poème, où il expliquait que, en général, les personnes qui nous persécutent le plus sont les gens qui nous aiment le plus. Pourquoi? C'est facile pour quelqu'un qui est un de tes potes de te faire du bien. C'est normal, c'est un de tes potes, il t'aime. Par contre, qui est-ce qui va choisir, d'un point de vue karmique, d'un point de vue énergétique, de faire du mal sur autrui? En général, c'est les personnes qui t'aiment le plus et qui veulent vraiment que tu avances. D'un point de vue groupe d'âme, je ne parle pas d'un point de vue humain, là on est plus dans une sphère plus ésotérique. Et la notion était très intéressante, de se dire les personnes qui nous font le plus de mal sont peut-être les personnes avec lesquelles on est le plus proche, mais sur un autre état. Après, il y a toute cette notion de rencontre avec les âmes. Faut voir que la séance de Between Life elle dure 3 heures. Donc en 3 heures, là tu fais ouais bon, t'as plein de choses, t'as plein d'étapes, puis si tu t'amuses, parce que moi j'aime pas trop suivre son protocole, on peut vraiment poser des questions sympas. Tiens, qu'est-ce que c'est Dieu? Tiens, comment tu perçois? Est-ce qu'il y a des anges? Est-ce qu'il y a un tribunal? Comment? Pourquoi? Et on a des réponses qui sont vraiment intéressantes. Et même de cultures différentes, on retrouve des choses qui semblent pareilles. Après, on va pas dire avec les mêmes. Après, tout ce travail sur les connexions avec le groupe d'âme, il y a un travail de jugement. Et le jugement, c'est le jugement déjà de soi-même par rapport à son boulot. C'est le jugement de son groupe d'âme sur son boulot. À noter que c'est pas bien ou mal, c'est est-ce que tu as atteint ce que tu avais comme objectif. Moi j'avais il y a quelques années, en étudiant, je ne sais plus quel bouquin, une bonne vibration sur le principe de tu viens sur Terre avec des objectifs, c'est toi qui te les ai fixés, et c'est pas quelqu'un d'autre. Ton karma, si tu as envie de le payer, c'est toi qui le payes, c'est pas quelque chose qui dit tu dois le payer, c'est toi, tu dis ah, bah, j'ai vécu ça, donc il faut que je vive ça, pour équilibrer les forces, pour équilibrer ta vie. Et il s'avère que dans le Between Life, on retrouve beaucoup cette notion-là. Tu vas être jugé par un groupe d'âmes, jugé, le terme est pas humain, mais en tout cas, il va y avoir une espèce de meeting où il va y avoir un échange par rapport à ça. Et après, il y a, et ça c'est amusant parce que tous ceux que je l'ai fait et dans la formation que j'ai fait avec Lily, tout le monde est passé devant un tribunal, d'être plus évolué. Alors, il n'y a pas de gradation, mais on va dire de vibration plus fine par rapport à ça. Et par rapport à là, il y a toi-même, tu dis, bah, eux ils disent un peu grandes orientations, alors soit entre cadrans, soit tout le monde le vit de manière différente. Moi, si je prends mon expérience, je faisais que de m'envoyer des pics et de me toutes les 2 secondes, mais c'est ma conception que j'ai certainement du tribunal d'en haut où c'est des gros blagueurs quoi. Ils sont en train de dire ouais bon là t'aurais pas dû faire ça, pour te remettre bien en place aussi, c'est sympa. Et après il y a toute une notion de choix de vie. Nous on a plusieurs choix de vie et on peut demander à la personne qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette vie là. Ce qui fait que c'est extrêmement intéressant. Alors là on revient dans le cadre thérapeutique autre que découverte. Parce que vivre avec une maladie grave par exemple, lourde, bah, tu l'as choisi parce que c'est un truc que tu voulais apprendre par rapport à des choses et d'autres. Et tu aurais pu choisir une vie très très calme, ou une vie encore plus compliquée. Il y avait quelqu'un qui avait expliqué, alors je ne sais plus si c'était dans le bouquin de Newton ou si c'était un des gars de la formation, qui disait bon bah voilà, en gros j'avais le choix. J'avais le droit entre le moment une vie cool, tranquille, je vis ma vie bien, il ne va rien se passer de méchant,
En gros, je vis en Europe. Non, grosso modo, on est quand même en Europe, aux États-Unis, on est quand même relativement bien, même si on peut souffrir. On souffre un peu moins que nos copains